Tu as accompagné ta maman pendant combien de temps? En fait, l'accompagnement, c'est depuis mes 18 ans jusqu'à elle est décédée j'avais 25 ans. Ah, sur Euh, les 6 mois en fait qui étaient prévus par les oncologues, j'imagine. Exactement. Tu as Oh, réussi à lui rajouter quelque part 4-5 ans de vie, quoi. j'ai réussi. C'est en fait, c'est elle qui s'est battue contre la Et tu maladie l'as aidé quand même. et je peux pas, honnêtement, Thierry, Ah, tu étais là. oui, j'étais là, bien sûr, bien sûr. Parce Je que peux tu as dire offert que ce qu'il y avait de plus précieux. exactement, mais en fait, aujourd'hui, j'ai tellement à lui donner parce qu'en fait, je pense que dans toutes ces années où je l'ai accompagnée, je pense que c'est elle qui m'a accompagné. Tu vois ce que je veux te dire? C'est. Excuse-moi, j'ai un peu. Mais je pense que c'est elle qui m'a accompagné parce qu'elle m'a montré en fait le chemin. Tu vois ce que je veux te dire? Et pendant toutes ces années, j'ai appris. Pendant ces années où elle avait le cancer, j'ai appris à vivre en fait. Et, et même si je pense, aujourd'hui, je le pense du fond du cœur, que j'ai essayé de l'aider au maximum avec la mère, etc. Et c'est pour ça qu'elle m'a demandé avant son décès de pouvoir aider les autres. Elle te l'a formulé comment? Est-ce que tu te souviens des mots Ah, exactement? parfaitement. Elle m'a dit, Mathieu, essaye d'aider le centre de soins palliatifs, essaye d'aider le docteur Lapiana, comme tu le fais avec maman. Et j'ai dit, mais pourquoi et tout? Elle m'a dit, fais-le. Va pêcher pour le docteur Lapiana, pour les patients, vas-y. C'était son dernier message en fait. Après, elle a perdu un peu la voix, elle gémissait, elle avait plus sa tête, etc. Ça a été vraiment ses dernières paroles en fait avec elle, Consciente, on va dire, ouais. consciente entre parenthèses. Et après le docteur Lapiana, dans la nuit, il nous a contactés avec mon frère et mes sœurs et on est venu. Il y avait ma femme à l'époque qui était ma copine, qui n'était pas ma femme, on n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfant. Et en fin de compte, elle a attendu que tout le monde soit auprès d'elle. Elle avait les yeux fermés, elle a soufflé, j'avais sa main dans ma main. Et quand elle a soufflé, j'ai senti le poids de son âme partir. Et quand elle a soufflé, pour moi, ce souffle, c'était en fait un début de quelque chose de fort derrière. Parce qu'après, il y a ce souffle-là, je l'ai ressenti quand ma femme elle a accouché, elle a soufflé pour remettre au monde de ma fille. C'est un Et souffle c'est un de souffle de vie, vie. j'appelle ça. Oui, tout à fait, ouais. Ah, c'est un souffle de vie et voilà, depuis ce jour-là, j'ai été transformé. En fin de compte, j'ai été bonifié. Je me suis transformé. Je n'ai pas changé parce que le corps, on garde le même. Mais mon âme a pris un 2.0 ou un 3.0. Et Un de se plus dire, l'infini, on tiens, va dire, allez. pardon? Un plus l'infini. C'est ça, exactement. Et en fait, je ne sais pas si dans ces années, je le répète encore, elle m'a tellement apporté en fait. Toute ma vie, bon, on va dire à 25 ans, et à partir de 18 ans, j'ai plus vécu comme un jeune homme doit vivre, tu sais, à faire tout et n'importe quoi. On est jeune, on a l'insouciance, etc. J'ai vécu avec la peur au ventre et quand j'arrive à la maison de la voir, avec la chimiothérapie, plus de cheveux, etc., on reprend vite la raison que la vie, elle peut te donner quelque chose et des fois, quand c'est négatif, elle t'apprend quelque chose. Et ma mère m'a appris beaucoup de choses et surtout avec ces années où elle a été malade. Elle m'a montré qu'elle était vaillante, qu'elle pouvait se battre. Elle m'a montré la voie de l'amour, parce que c'est l'amour qui l'a poussée à rester pendant toutes ces années. Et elle m'a vu avec la femme de ma vie maintenant, parce que maintenant je suis marié, elle a pas pu être là pour mon mariage, pour la naissance de mes enfants, mais j'en suis sûr qu'elle est avec nous à l'heure où on fait cette interview, elle est à côté de nous pour nous regarder. Et ça, j'en suis sûr. Justement, est-ce qu'elle t'a reparlé depuis? Alors, j'ai fait appel à une dame et j'ai pu lui parler, ouais. J'ai pu lui parler, ça m'a fait bizarre parce que cette dame, à travers cette dame, elle a parlé et elle a dit des choses que personne n'est au courant. Donc oui, au début je croyais pas à la vie après la mort, je croyais même plus en Dieu, j'avais plus de croyance. Parce que je priais, pendant toutes ces années je priais Dieu, je me suis dit mais ne la prends pas, prends-moi à moi. Il faut qu'elle vive ma mère, il faut qu'elle soit heureuse, il faut qu'elle soit épanouie, faut qu'elle avance et en fin de compte j'avais plus cru, j'avais plus la foi en fait. Et cette foi elle revient petit à petit et aujourd'hui bien sûr j'ai la foi, je crois et aujourd'hui, j'en suis persuadé qu'elle est là avec moi et à chaque fois que je fais ces interventions, elle est avec moi et
c'est elle qui égaye, en fait, qui montre à tous ses patients le sourire, et à travers leurs yeux, et grâce à eux, et grâce à, on va dire, à tous mes amis qui m'aident, ils la font vivre à chaque intervention. Alors ce cœur, je dirais pas ce cœur de pierre, mais ce cœur de mer en fait qu'on a derrière. Ouais, derrière. C'était un signe. J'ai trouvé ce cœur. J'ai trouvé ce cœur en marchant avec ma fille Laura. On marche et on fait un aller. Il n'y avait rien. Quand on revient, il était installé. Vous l'avez pas vu à l'aller. Non, on l'avait pas vu à l'aller. Et ça, j'en suis certain. Parce que si je vois un cœur comme ça en pierre, moi-même avec les pêcheurs du cœur, parce que c'est un patient qui nous a appelé comme ça, mais de suite, je l'aurais pris. Et en fait, de retour, je l'ai eu dans mes mains, ça a été juste une énorme émotion parce que pour moi, c'est un message et j'en suis sûr que c'est un message de ma maman qui a rejoint les étoiles et qui a rejoint d'autres personnes extraordinaires parce on est tous touchés, on a tous perdu quelqu'un de cher, mais ils sont présents et ils nous regardent et ils nous aident dans chaque chose qu'on fait. Tu me disais, dans cette période difficile, que tu avais abandonné toutes les croyances suite à cette injustice que tu subissais. Ouais. Tu as retrouvé la croyance après Mhm. et Dieu dans tout ça. Euh, cette croyance et Dieu, je pouvais pas me dire que ça existe parce qu'une femme, ma mère était vraiment aujourd'hui, si on pouvait la décrire, c'était une grande personne malgré sa petite taille, mais c'était une grande personne de cœur, d'âme. Elle était très gentille, très serviable. Elle était toujours à l'écoute des gens. Elle n'était pas méchante. C'était pas une personne agressive. C'était une personne vraiment dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Et je comprenais pas pourquoi elle devait rejoindre le Dieu. Et je me suis dit, mais pourquoi il apprend maintenant? Pourquoi il apprend maintenant? C'est pas possible. À ce moment-là, j'ai rien fait dans ma vie. Je suis ni marié, j'ai pas d'enfant. Et ça, en fin de compte, ça a été dur pendant quelques temps. Et c'est quand elle est décédée, quelques mois après, j'ai pris mon masque, mais pas le même mon tuba. Et je me suis mis à l'eau pour le centre de soins palliatifs, où là j'ai pêché pour les patients. Et quand j'ai vu leurs yeux, j'ai compris qu'en fait ma mère était Tu t'es présente. remis à croire à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire, en fait, Alors, il m'a pas quitté. croire à un Dieu ou au Dieu en particulier ou à En une force. Ouais, à une force quelconque, parce qu'aujourd'hui, on peut dire il y a Allah, il y a Jésus-Christ, il y a la Vierge Marie, après il y a Bouddha, sur les croyances, etc. Chaque être humain a bon à croire à ce qu'il veut, tant que ça lui fait du bien et tant que ça l'amène dans la bonne voie. Moi, c'est mon ressenti. C'est pour ça que je me dis toujours, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe derrière. On peut pas, on n'est que des êtres humains. Moi, j'ai vécu, par rapport à mon infarctus, quelque chose de fort. J'ai vu ma maman, j'ai vu mon beau-frère qui est décédé, j'ai vu des choses que je ne pouvais pas dire que je pouvais voir avant, mais parce que j'y croyais pas, presque. Et donc il y a plein de choses qui peuvent prouver qu'il y a des choses derrière qui existent, mais aujourd'hui, moi j'ai mis le doigt dedans par rapport à ma vie personnelle et à mon corps avec mon infarctus que j'ai eu, etc. Mais aujourd'hui, oui, maintenant, je crois en quelque chose. Je crois en Dieu. Moi, je suis chrétien. Mais après, il faut croire en quelque chose, je pense. Il faut croire en quelque chose de fort, de puissant, pour pouvoir avoir un petit peu de sécurité et d'accompagnement. D'accompagnement de vie et d'amour pendant le temps de ton existence. Parce que aujourd'hui, on parle de pneumatique, on se dit, bon, je travaille dans l'auto, on parle de consommables pneumatiques, on se dit, ah, les pneus du consommable, il faut les changer, la voiture pareil. Mais est-ce que dans la vie, tu gardes la même voiture? Non. Allez, tu vas me dire, oui, peut-être il y en a un qui va regarder la vidéo, qui va dire, ah, moi j'ai la même depuis que mon grand-père il a, c'est une voiture de famille, mais il a changé les pneus, il a changé les plaquettes de frein, il a fait la révision. Ah, ben le corps, c'est pareil. Le corps de l'être humain, on est du consommable. Mais l'âme à l'intérieur, c'est quelque chose qui va peut-être se transmettre. On ne sait pas, mais c'est quelque chose qui vit à l'intérieur. Et c'est cette âme-là qu'il faut connaître, non pas le corps humain
On va dire, il y en a qui sont très beaux, il y en a des si. Mais en fait, si on s'arrête toujours en enveloppe, on ne fait plus rien. Et moi, les croyances aujourd'hui me font croire en fait qu'il y a autre chose et qu'à l'intérieur, on n'est que des âmes intégrées à notre corps qu'on a ici présent. Et peut-être que plus tard, on sera autrement. Il y a une vie après la vie. Il y a une vie après la vie. Il y a une vie perpétuelle. Une vie, euh, une vie dans l'espace-temps ou une vie. Mais je pense pas que cette vie s'arrête. Elle vit, elle continue. En fait, je pense que pour moi, la vie et l'âme, c'est une continuité d'histoire. Chaque histoire, c'est chaque corps, ou pour moi, et c'est chaque histoire de ta propre vie. Et en fait, après, tu te rappelles plus de la vie précédente et tu continues parce que, en fait, dans la vie précédente, il te manquait quelque chose et tu fais ce truc-là, etc. Après, il y a tellement de théories, il y a tellement de choses. Si on avait tous la science infuse, on ne serait pas là. Mais c'est le Donc, grand tout, oui. voilà, donc, mais je pense que c'est une vie continue avec des pauses. Avec des pauses, c'est la mort, c'est la tristesse, mais en fait, La on apprend. désincarnation, on va dire. Voilà. Oui, exactement. C'est un changement d'enveloppe. En fait, Tu m'as fait penser à deux questions là, pendant que tu parlais, notamment quand tu disais que voilà, une voiture, il fallait changer les pièces et que tu faisais une comparaison avec le corps humain qui s'usait. Qu'est-ce que tu penses du transhumanisme? Cette nouvelle vogue en fait qui va faire que bientôt on va pouvoir presque tout changer. presque tout changé au niveau que l'homme devient femme et la Ah femme non, devient non, drôle. ça c'est le transgenre. Je te parle, le Ouais, transhumanisme, c'est par c'est-à-dire. exemple être capable de changer à la fois aussi bien sur le plan génétique, notre manière de résister aux maladies, de pouvoir par exemple changer une jambe et de faire une jambe bionique, c'est-à-dire devenir des Ouais, surhommes quelque part. on parle du squelette. Là, le truc, c'est qu'on parle de squelette. Oui, on est Mais capable de tout. oui, ça, on sera techniquement possible Hmm, de le faire, c'est mais ça. à quoi bon? Ben, à quoi bon? C'est pour avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, à l'époque, on vivait à 25 ans, on était vieux. Aujourd'hui, on est vieux à 80 ans presque, à 75 ans, ça dépend de la vie qu'on mène. Et aujourd'hui, bien sûr qu'il faut en fait une technologie pour les personnes qui travaillent. Aujourd'hui, on apprend, on est dans l'apprentissage de l'école, et après, on est une transaction en fait de travail, on travaille toute notre vie pour qu'à la fin, on s'achète une santé. Grosso modo, c'est ça. Et aujourd'hui, la technologie aide dès qu'on est amputé d'avoir une jambe, etc. Et heureusement, c'est pour le confort spirituel aussi, c'est pour le confort de l'âme. Parce que quand on a un problème, c'est comme moi aujourd'hui, si j'avais pas la technologie, on va dire au niveau cardiologie, j'ai deux ressorts. Je suis stunté 2 fois. Donc, s'il n'y avait pas Ah, cette tu es technologie. bionique un petit peu quand même. Je suis bionique, ouais, je suis un peu un Robocop. Mais tu vois, s'il n'y avait pas cette technologie aujourd'hui, à 35 ans, je serais plus là. Est-ce Donc, que tu es d'accord avec cette citation qui est science sans conscience n'est que ruine de l'âme? C'est-à-dire que si on pousse le bouchon trop loin, ça risque de jouer des tours peut-être à un moment donné. ah, tout à fait. Mais après, je pars du principe. La personne, elle a envie d'avoir. Elle peut plus bouger, etc. Avec les yeux, elle peut écrire. L'autre, ils arrivent à remplacer le bras, etc. Si ça peut aider la personne qu'on veut aider, mais bien sûr, il faut le faire. Bien sûr, c'est juste de l'aide, c'est de l'accompagnement, toujours pareil, mais sauf avec une technologie, avec la science, etc. Bien sûr qu'il faut le faire, mais après, il ne faut pas aller à n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter le corps humain, l'âme. Il y a un moment quand voilà, il y a une transition, il faut la respecter, mais en fin de compte, il faut aider un maximum de personnes. Moi, demain, j'ai mon ami qui est paraplégique. Demain, on annonce un nouveau processus qui peut marcher du jour au lendemain avec des... Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut lui donner. On n'a qu'un temps de vie. On n'a qu'un temps de vie. Il faut arrêter de se dire, on sait quand on est. On sait quand on est. Moi, je suis né le 11 juin 1982. Mais de toi à moi, tu as la date de ma mort? Personne. Voilà. Donc c'est ça la vie en fait. Nous, les êtres humains. Mais les voitures, c'est pareil.
Quand tu l'as acheté sur la carte grise, c'est marqué le jour où tu l'as acheté, la première date de fabrication. Mais par contre, c'est pas marqué quand c'est que tu dois la jeter. Alors si c'est une voiture française, ça peut être marqué dessus. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est on sait quand on est, mais on sait pas quand on meurt. Si dans ce laps de temps, on peut être aidé par je ne sais quoi, il faut le faire, pour moi. Après, chacun est libre. Deuxième question que tu m'as suggérée quand tu répondais tout à l'heure. Notre relation avec le temps aujourd'hui. Avec? Avec le temps. Ouais. Tu la trouves normée, euh, démesurée, et c'est intéressant parce que souvent quand on est en mer, quand on plonge, ou même quand on nage, ou même quand on fait du voilier, la relation avec le temps n'est plus la même. C'est. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que tu trouves pas qu'il passe plus vite que quand on était plus petit, tu vois? Ah, le truc, en fait, il faut savoir vivre avec son temps. Et le temps, c'est En fait, on parle de temps. Est-ce qu'on n'a pas dénaturé notre rapport avec le temps? Je te donne l'exemple de la tomate. Ouais. Il y a 50 ans, Mhm. chacun avait à peu près, savait déjà comment faire pousser une tomate et savait qu'à partir du moment où tu plantais les graines, pour avoir ta tomate, il te fallait 3 mois. Ouais. Aujourd'hui, pour avoir ta tomate, tu appuies sur le bouton et en gros, c'est Amazon qui te la livre le lendemain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, oui, mais après. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, c'est pas question que c'est normal. C'est le temps, on arrive en 2022. Nous, on n'est que des êtres humains, on est sur Terre et malheureusement, on travaille, on se lève le matin, etc. Après, il y a le temps qui se met autour de nous. Et il faut s'adapter. L'être humain, c'est toujours adapté. Chaque chose, on va dire, différente. On est ronchon, hein, parce que l'être humain, c'est comme ça. Quand il y a quelque chose qui arrive, Ah on est ben, un dès peu que nos ronchon. zones de confort sont perturbées, on se demande Exactement, pourquoi. exactement. Mais après, en termes de temps, bien sûr, ça va trop vite. Mais pourquoi ça va trop vite? Parce qu'il y a l'insouciance quand on est enfant, on ne comprend pas le temps. On ne voit pas d'enfant Oui, c'est un de concept 6 qui nous ans, est étranger. ouais, de 6 ans, 3 ans, avec une montre qui dit attention, non, 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 c'est pas nous, c'est nous les adultes. Attention, on sort du travail, il est telle heure, ah, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille faire mes courses, attention, il y a la télé qui commence à telle heure. Donc la mesure du temps, on se l'applique et on se la Ça, met c'est dû aux sursollicitations de l'époque actuelle. exactement. Mais tout ce qui se passe actuellement, ça va trop vite. Ça va trop vite. Selon toi, Regarde, c'est démesuré. c'est démesuré, mais bien sûr, parce qu'en fait, on oublie, voilà, des moments présents comme ça, de passer un peu de temps ensemble, de pouvoir parler, dialoguer, et de pouvoir s'exprimer. On va dire aujourd'hui, on n'a plus le temps. Tu regardes bien, les jeunes aujourd'hui, c'est texto, ils s'envoient des textos pour se parler, ils sont à côté. Tu vois ce que je veux te dire, voilà. Mais le temps, en fin de compte, le, le, le temps arrive à un moment où toi-même, tu es en pleine. Tu recules. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui, je vois les choses différemment que quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, je suis plus en narrateur externe et je raconte voilà, l'histoire. Tandis qu'avant, j'étais dedans et tu le vois pas. Et peut-être que les anciens te diront oui, mais toi, quand tu avais 20 ans, c'était pareil que maintenant. Mais sauf avec une autre technologie. Moins accrue, quoi, on va dire. Moins Parce qu'aujourd'hui, intrusive, je dirais. Ouais. voilà, parce qu'aujourd'hui, ça va, oui, ça va tellement vite. Et c'est pour ça que les choses simples, d'aller en mer, d'aller manger un oursin au bord de mer, de se faire griller un poisson au bord de l'eau, de créer ces moments, ces instants magiques et liés avec le temps et la nature. Et on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Très très bien. On va faire une petite pause. Allez, Allez, on se ouais, retrouve dans 25 minutes 33 secondes et 14 dixièmes. allez. Alors la question c'était quoi? Les loups. Est-ce que tu tires sur le poisson? Est-ce que des fois tu tires pas sur du poisson? Bon bah écoute, je vais te laisser te poser les questions à toi-même. Moi je vais aller boire un coup, je reviens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire non, ce poisson, je le tue pas? Oui, souvent, même pratiquement chaque sortie. Je prélève en fait ce que j'ai besoin et surtout ce que j'ai envie de manger. Après, c'est pas facile, hein. Faut pas se dire on met la tête dans l'eau et on va pouvoir prélever un poisson, hein, c'est pas vrai. Mais il y a des fois, ben, il y a des poissons, on voit que c'est des femelles avec des œufs à l'intérieur, etc. Bon, on ne prélève pas, on laisse passer en sachant que derrière, il y a d'autres beaux poissons et on prélève ce qu'on a envie de manger. Tout simplement, des fois, je prends deux, allez, maximum trois poissons.
on est 5 à table, quand c'est des beaux poissons, ça suffit. Ou des fois même un poisson, ça suffit. Ça sert à rien de, même s'il y a beaucoup de poissons ce jour-là, ça sert à rien de se dire, tiens, je vais remplir le congélateur et comme ça au moins je suis tranquille. Non, je prélève et je ne suis pas content de tuer du poisson, je prélève pour manger. Est-ce qu'on peut dire que c'est la mer qui offre le poisson? Bien sûr, totalement. C'est gratuit. Chaque être humain peut prendre un arc, etc. Bon, maintenant, il y a des réglementations. Il y a des permis de chasse terrestre. En chasse sous-marine, il y a des autorisations en assurance, etc. pour pouvoir pratiquer la pêche sous-marine. Mais après, oui, bien sûr, c'est la mer. C'est gratuit et il faut savoir la respecter. C'est notre garde-manger. C'est comme on fait pas des courses pour les laisser dans le frigo pendant des années. C'est pas vrai. On fait des courses pour la semaine. Voilà, ben là, on fait pareil. On va en mer, on essaye de prélever un poisson pour le jour même ou quelques jours après. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la définition profonde de ce que c'est l'écologie? C'est C'est-à-dire. l'évolution d'un être vivant en relation avec son milieu. Mhm. C'est pas forcément le développement durable, l'écologie, D'accord, hein. Ça peut être l'écologie entre deux personnes, d'accord. tu vois, qui s'entendent ou qui s'entendent pas, ou toi qui a, qui a des, qui a lu pas mal de livres sur la pensée positive. L'écologie, c'est la pensée positive. C'est la zone, en fait, où les deux personnes se rencontrent et vont être en accord. Est-ce que tu penses que dans, dans la mer, aujourd'hui, tu as entendu parler de l'océan de plastique, est-ce que tu Mhm. crois juste que les perspectives, en fait, de pouvoir continuer de se nourrir de ce que nous offre la mer sont des perspectives qui peuvent être réjouissantes? Est-ce que l'homme, en fait, n'est pas allé trop loin dans cette zone d'écologie qu'est la mer? Oui, l'homme est allé trop loin. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de machine arrière, il y a un stoppage qu'il faut faire. Il faut arrêter. Arrêter, que ce soit le plastique qui pollue, arrêter de jeter vos déchets au bord de mer, en sachant qu'on se dit oui, mais il y a des kilomètres, mais un coup de Mistral, il y a tout qui part à la mer. Oui, on est allé trop loin. Aujourd'hui, on est allé trop loin. Il n'y a pas, entre parenthèses, pour moi, de machine arrière, mais il y a un stoppage qu'il faut faire, d'éducation, entre parenthèses, humaine, en se disant maintenant, plus de plastique, maintenant on arrête de jeter les déchets en mer, et d'avoir une vraie police de l'environnement qui se trouve au bord de mer, qui se trouve en mer, etc. Mais aujourd'hui, on le voit même moi au niveau poisson. À Marseille, c'est plus. Je suis dans l'eau depuis l'âge de 7 ans. Crois-moi que j'ai vu la différence. Aujourd'hui, il y a moins de poissons. Si tu devais la Donc, mesurer, alors serait de combien en pourcentage de poissons en moins depuis que tu as cet âge-là? ouais, soit bien 60%. Ah, avant, il y avait beaucoup de poissons. Aujourd'hui, il faut le chercher. Il faut descendre un peu plus profond, il faut avoir une connaissance du milieu marin, de sa zone, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place pour aller prélever un poisson. Tout le monde croirait qu'aujourd'hui, on lance la canne, ou on se met en apnée, on fait un agachon, on a un poisson. Non, c'est pas vrai. Il faut de l'entraînement, il faut de la patience, il faut s'armer de tout ça, une bonne météo, etc. C'est compliqué. La pêche sous-marine aujourd'hui, c'est plus qu'un. Je peux pas dire, c'est plus qu'un sport en fait, hein. C'est une passion et c'est une connaissance de soi, quoi. Donc, et il faut prendre, et les pêcheurs sous-marins ont compris, on va dire, parce que c'est notre garde-manger, d'avoir du poisson de qualité, pas du poisson où il y a du plastique à l'intérieur, ou des poissons qu'on ne voit plus, quoi, hein. Voilà. Je voulais revenir un petit peu sur ton engagement social. Mm. Le projet enfin c'est plus qu'un projet puisque c'est concret. À l'heure actuelle, en fait, tu as lancé une opération pour récupérer des combinaisons usagées Mm. pour faire des matelas ou des coussins pour les SDF. Donc, je te remercie en leur nom pour eux. C'est une très belle Merci. opération. Mais est-ce que tu crois que c'est vraiment à toi de remplir ce rôle-là? Après, Tu c'est t'es le. posé la question? Parce que Ouais, ça serait pas plutôt au pouvoir public d'avoir ce genre d'idées? Parce qu'ils sont de très bonnes idées. bien Des idées sûr, brillantes, vraiment. Simples et brillantes. c'est gentil pour moi. Mais c'est au pouvoir public, logiquement, on va dire, de s'en occuper. Mais en fin de compte, je suis un être humain, j'ai besoin de le faire, je le fais. J'attends pas que les pouvoirs publics se bougent, ou j'attends pas sur une telle personne, etc. Quand j'y suis allé pour faire la maraude, on a fait 2 maraudes, on les a invités au restaurant à manger une paella géante de poisson frais.
qu'on a pêché nous-mêmes, et on a fait une maraude et on a donné 57 soupes de poisson avec mon équipe. Donc c'est énorme et on a vu la problématique aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, je vais changer, entre parenthèses, leur façon de dormir. Là, c'est sur des cartons. Aujourd'hui, je propose du néoprène. On sait très bien que le néoprène, on en a besoin pour pouvoir plonger. Ça nous coupe du froid, etc. Donc aujourd'hui, je récupère des combinaisons qui étaient usagées et destinées à la déchetterie pour en faire quelque chose de bien, pour en faire des tapis et des coussins pour les SDF pour plus qu'ils n'ont froid. Mais en fin de compte, si j'attends en me disant mais putain, mais pourquoi ils n'ont pas pensé à ça, la ville de, que ce soit la ville de Marseille ou un autre, n'importe quelle ville aurait pu penser de le faire, une ville côtière. Parce que s'il y a des plongeurs, c'est une ville côtière. Ou même à Paris, hein, ils ont des plongeurs aussi que je connais. Mais aujourd'hui, pour moi, il ne faut pas attendre les autres. Si on a envie de faire quelque chose et quelque chose de bien, il faut le faire. Parce qu'en fait, si on attend toujours quelqu'un qui va le faire à ta place ou qui va t'aider, on n'avance pas. Et pour pouvoir, moi, personnellement, psychologiquement avancer, j'ai besoin, en fait, de faire ce que moi, je pense être bien. Après, aujourd'hui, c'est une bonne idée. Je suis heureux, je suis content. Mais en fait, la fin du mot, entre parenthèses, c'est que c'est pour les SDF. C'est eux qui doivent être contents et moi, je suis fier pour eux. Aujourd'hui, honnêtement, je m'en fous un petit peu que l'État ou que Tartampion, derrière son bureau, n'ait pas pensé à ça. C'est lui, s'il pense pas à ça, c'est lui. C'est lui, à son âme et conscience, de penser. Moi, je pense aux autres. Et aujourd'hui, ma vie, elle est comme ça. Je pense aux autres, je pense à ma famille, je pense à mes enfants, je pense aux autres, au bien-être, parce que quand les gens autour de moi sont bien, ben, je me sens bien. Voilà. C'est quoi ta définition de l'amour? Le partage, la générosité, euh, et ouais, le partage, la générosité et le regard de l'autre. Pour moi, c'est l'âme, c'est à l'intérieur que ça se trouve. Je le trouve tous les jours aux yeux de mes enfants, de ma femme, des patients que je vois, de mes amis qui viennent m'aider pour les pêcheurs du cœur. Je le vois en eux. Et c'est de belles âmes, c'est des personnes magnifiques. Et c'est ça l'amour en fait. L'amour, il y en a de partout, mais il suffit de la regarder dans les yeux. Quand tu regardes ta femme, qu'elle dort, c'est le moment où tu es le plus amoureux d'elle? C'est tous les jours, tous les moments en fait que je suis amoureux d'elle. Ma femme, c'est une personne exceptionnelle. Elle m'a sauvé la vie pour mon infarctus. Si elle n'était pas là aujourd'hui, je ne serais pas devant toi en train de parler. Mais elle m'a donné des enfants et c'est une personne extraordinaire. Extraordinaire. Je vois en elle de l'amour, de la passion. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ça fait 9 ans qu'on est mariés. Et en fait, il y a toujours cette flamme qui se fait et qui se crée. Et on parle beaucoup. On parle beaucoup des fois quand ça va pas, comme tous les couples. Hein. On n'est pas un couple. Je connais pas, entre parenthèses, le couple parfait, parce qu'en fait, aujourd'hui, on essaye de devenir ce que l'on a envie d'être, entre parenthèses. Et avec ma femme, c'est juste extraordinaire. Ce qu'elle peut me donner, ce qu'elle peut donner aux autres, ce qu'elle donne à nos enfants, ce qu'elle me donne à moi, elle me suit. Et pourtant, tu le sais, avec tous les projets que j'ai à faire, entre mon travail et les projets, il y a beaucoup de temps qui passe, mais elle est derrière moi. Tous les jours, elle me regarde avec ses yeux d'amour, comme moi je la regarde avec mes yeux d'amour, et elle sait très bien que c'est la deuxième femme de ma vie, et qui m'a donné maintenant trois petites femmes, trois petites princesses derrière. Et c'est pour ça que je dis toujours, le respect des femmes, il faut l'avoir. Et c'est une femme, c'est magique. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés dans une avant-boîte en fait. Ouais, Dans un c'était un ami. before? Ouais, voilà, un truc où on pouvait boire un coup à l'époque et c'est un ami, on avait un ami en commun, elle est venue avec et dès qu'elle est rentrée, ça a été vraiment le coup de foudre quoi. C'est vraiment, on a discuté, on a appris à se connaître parce que ma mère à cette époque-là était malade et j'avais pas envie de me mettre avec une fille qu'elle connaisse ma mère et tandis que elle était en train de décéder petit à petit. J'avais vraiment envie que ma mère puisse voir en fait la femme de ma vie. Et je suis tombé sur ma femme, sur Sophie, et on a discuté pendant des mois. Elle a connu ma mère, ça a été fusionnel, les deux sont bien entendus. Et aujourd'hui, c'est la mère de mes enfants, c'est ma femme, et c'est juste, c'est mon oxygène aujourd'hui, hein, c'est ma lumière. Voilà. Est-ce que pour être amoureux, selon toi,
il faut être courageux. Est-ce que le courage, c'est de l'amour? Ça, c'est très bien ce que tu me dis parce que je le pense souvent. Être amoureux, c'est être amoureux, avoir des enfants, des fois je me dis c'est peut-être d'être égoïste. Parce qu'en fait, il faut avoir du courage par-dessus tout, parce qu'en fait on a peur de le perdre tout ça. Moi j'ai peur de tous les jours de perdre ma femme, de perdre mes enfants, parce que je sais ce que ça veut dire de perdre quelqu'un. De perdre qu'elle ne soit plus là, qu'on ne peut plus lui parler, qu'on ne peut plus lui parler, qu'on ne peut plus la serrer dans les bras. Et bien sûr, on parle que ce soit de la maladie ou de la séparation. Quand on est amoureux, on n'a pas envie de séparation. Quand on est amoureux, on... Mais après, on peut être amoureux. Moi, je suis amoureux de mes enfants, hein, c'est mes amours, c'est ma vie. Mais bien sûr, après, c'est la peur. Il faut être. Je pense qu'il y a une musique qui dit qu'il faut être fou pour être amoureux, mais en fin de compte, c'est trop bon d'être fou. Finalement, il faut avoir un peu d'ego. Qu'est-ce que tu en penses? Pour. Bon, en tout, Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir s'aimer soi-même avant peut-être d'aimer les autres. je dirais il faut plutôt se connaître soi-même. Dans la C'est vie, il difficile faut. ça, de se connaître soi-même. Ouais, dans la vie, il faut savoir ce que l'on vaut. Ce que l'on vaut réellement, parce que des fois, on ne croit plus en nous. Et c'est bizarre, quand on ne croit plus en nous, toutes les choses autour de nous, ben, ça va pas. Et en fait, c'est pas question d'ego, c'est pas question de. Mais il faut avoir de l'amour pour soi-même et se dire je suis quelqu'un de bien. Je vais faire quelque chose de bien et je continue de croire, par exemple, même pour l'action là actuellement, pour les SDF, je crois en mon action. Oui, ça demande du travail, ça demande du découpage, mais tu te rends compte, les gens, j'ai eu 50 éléments de combinaison. Beaucoup de personnes qui sont réunies pour me donner leur combinaison, tandis que c'était plus facile pour eux d'aller dans une benne et la jeter, c'était terminé. Voilà, et en fin de compte, chaque personne qui a participé, chaque personne qui ont pu m'aider de près comme de loin, euh, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de bien. Et on le sait à l'intérieur de nous. Et quand on sait qu'on a fait quelque chose de bien, automatiquement notre intérieur nous dit, tiens, on peut continuer à faire quelque chose de bien. Et bien sûr, il faut s'aimer de l'intérieur et il faut se dire qu'on est... Il faut pas se polluer de l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on est pollué à l'intérieur, qu'on pense qu'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on pense que si, qu'on pense de là, après ça fait du bien quand on te le dit. Hein. Moi, je le dis haut et fort. Souvent, on me voit dans la rue ou quoi que ce soit, on me dit ah, Mathieu, t'es le pêcheur du cœur, c'est bien ce que tu fais, tant mieux, etc. Bien sûr, ben, l'ego est content, hein. Putain, on me reconnaît, en plus on me dit je suis quelqu'un de bien, etc. Donc ça fait plaisir. Mais en soi, c'est juste. Comment te dire, j'arrive pas à trouver mes mots, mais c'est juste à l'intérieur, c'est comme ça, tu as besoin et tu réfléchis pas. Mais en fin de compte, il y a un moment, oui, à l'intérieur, des fois tu as un coup de baisse de morale, tu as besoin de dire, mais putain, tu as fait quelque chose de bien, tu es quelqu'un de bien, continue. Et des fois, ce petit sursaut de conscience te fait bondir d'un bond que tu bondissais pas depuis 6 mois, 7 mois derrière. Être libre aujourd'hui, c'est facile. C'est très difficile. Ça dépend de la liberté. La liberté pour l'être humain, moi, ma liberté à moi aujourd'hui, c'est de regarder ma femme, de parler à mes enfants, d'aller en mer, de pouvoir aider les autres. C'est ça ma liberté aujourd'hui. Pour d'autres personnes, pour un autre être humain, la liberté, ben, il y en a d'autres, c'est pour sortir de prison. Tu vois ce que je veux te dire? La liberté, c'est vague comme mot. Ça dépend de l'être humain, ça dépend de la perception de liberté. Mais pour moi, la liberté aujourd'hui, c'est très dur parce qu'après, même au niveau des réseaux sociaux, au niveau de tout, faut être libre, mais il faut l'avoir vraiment dans la tête. C'est dans la tête que ça se passe la liberté, je pense.